Bienvenue, mes rêveurs, mes insomniaques, mes amoureux des brumes et des contes qui murmurent. Installez-vous, faites silence et laissez la nuit dérouler son récit. Ce soir, nous allons au bord de la mer, dans un atelier où la lumière est dorée, où la tristesse est palpable et où un mystère ancien attend juste là sur un chevalet. L'histoire s'intitule « La fille du portrait ». Le monde d'Adriane était silencieux et il le voulait ainsi. La maison de pierre s'accrochait à la falaise comme une moule à son rocher face à l'immensité grise et bleue. Le village en contrebas, un amas de toits de tuiles et de ruelles pavées, le saluait d'une rumeur lointaine, étouffée par le vent et le cri des goélands. C'était parfait. Ici, les bruits étaient naturels, prévisibles. Ils ne rappelaient pas le rire qui manquait, la voix qu'on n'entendrait plus jamais. L'atelier, une grande pièce aux poutres apparentes et aux immenses baies vitrées, était son royaume et sa prison. Autrefois, il vibrait de vie, de couleurs éclaboussées sur le sol, de l'odeur âcre de la térébenthine et du café fort. Les toiles se succédaient, pleines de fougue, exposées dans les galeries de Paris et de Londres. On parlait du génie tourmenté d'Adrien Lenoir. On achetait sa lumière. Maintenant, la lumière était partie. Elle s'était éteinte le jour où Clara avait fermé les yeux, emportant avec elle non seulement son sourire, mais aussi la palette entière des émotions d'Adriane. Le deuil, il l'avait traversé. Le vide qui suivit, il y vivait. Ses mains, autrefois si sûres, tremblaient au-dessus de la toile blanche. Le blanc, l'absence, l'infini terrifiant. Tous ses carnets de croquis étaient vierges. Ses pinceaux, impeccables, alignés comme des soldats inutiles. La seule peinture qui l'intéressait encore était celle changeante de l'horizon marin depuis sa fenêtre. Des gris, des bleus acier, des ors fugaces au couchant. Une beauté mélancolique qui lui correspondait. Il survécut ainsi pendant des mois, dans une routine de silence. Jusqu'à ce samedi de marcher aux puces. C'était une habitude ancienne, héritée de son père brocanteur. Fouiner parmi les reliques du passé lui apportait une étrange paix. Il ne cherchait rien. Ce jour-là, sous un stand abrité par une bâche qui claquait au vent, un cadre attira son regard. Il était lourd, en bois noirci, sculpté de feuillages fatigués, et il contenait une promesse inachevée. C'était un portrait, une jeune femme peinte probablement au milieu du 19e siècle, d'après le style et la craquelure du vernis. Le travail était exquis, d'une finesse remarquable. Le visage était presque terminé. Elle avait des cheveux châtains aux reflets cuivrés, ramenés en un chignon doux, d'où s'échappaient quelques mèches. Son teint était pâle, presque nacré. Mais c'étaient ses yeux qui retinrent Adriane. D'un gris vert, comme la mer avant l'orage, il regardait droit devant, mais avec une douceur immense, une patience infinie. Ils n'étaient pas tristes. Ils attendaient. Le reste en dessous des épaules, cependant, était à peine esquissé en fines couches de terre, de sienne et de blanc. Les mains, en particulier, n'étaient que des formes floues, comme si l'artiste avait été interrompu et n'était jamais revenu. Quelque chose en elle était suspendu, gelé dans un entre-deux. Une histoire sans fin, une âme en attente, un pincement étrange, le premier depuis très longtemps, se fit sentir dans la poitrine d'Adriane. Il l'acheta sans marchander. Le vieux brocanteur, en lui rendant la monnaie, lui lança « Elle a l'air de chercher quelqu'un, cette petite dame. » De retour à l'atelier, il épousseta le cadre avec soin et l'installa sur un vieux chevalet face à la grande baie. La lumière du soir, dorée et liquide, enveloppa le portrait. Adriane s'assit en face, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Il observa. Il avait l'habitude de voir des tableaux, de les analyser,
de comprendre la technique, l'intention. Là, il ne comprenait pas, il ressentait. Une connexion ténue, fragile comme un fil de soie, semblait se nouer entre son silence intérieur et celui de la jeune femme peinte. Les jours passèrent. L'obsession grandit. Il ne peignait pas, mais il passait des heures avec elle. Il lui parlait parfois, à voix basse, des banalités. « Il va pleuvoir aujourd'hui » ou « Les bateaux de pêche rentrent tôt ». C'était absurde, mais c'était moins absurde que le silence total. Puis vint l'idée. Une pulsion irrépressible née des profondeurs de son être d'artiste atrophié. Il ne créerait pas une nouvelle œuvre. Il achèverait celle-ci. Ce n'était pas de la restauration qu'il pratiquait avec méticulosité. C'était quelque chose de plus intime, de plus transgressif. Il allait se glisser dans l'esprit d'un artiste mort depuis plus d'un siècle, deviner son intention et l'accomplir. Pour elle, pour ses yeux qui attendaient. Il prépara sa palette avec une nervosité qu'il ne connaissait plus. Les couleurs, des ocres, des roses très pâles, des bruns transparents pour les ombres. Il choisit un pinceau fin, en martre, le seul qui lui semblait digne de toucher cette surface ancienne. Le premier contact du pinceau, chargé de pigments sur la zone floue de l'épaule, fut un choc. Un frisson parcourut son bras. Il s'arrêta, le cœur battant. Rien ne changea. Il était juste un homme, peignant sur une vieille toile. Il continua, jour après jour. Il ne travaillait que l'après-midi, quand la lumière était la plus belle. Il commença à définir la courbe de l'épaule, le pli de la robe, un col de dentelle à peine suggéré. Il ne copiait pas un style, il le prolongeait, guidé par une intuition profonde. Il mélangeait les couleurs avec une concentration oubliée, cherchant la nuance exacte qui ferait vibrer la peau de la jeune femme à l'unisson du visage existant. Et c'est alors que les phénomènes commencèrent. Un matin, en entrant dans l'atelier, il eut la certitude que la pièce était plus chaude que le reste de la maison, comme baignée d'un soleil d'automne intime, alors qu'un brouillard épais voilait la mer. La lumière semblait émaner du tableau lui-même. Un autre jour, alors qu'il déplaçait le chevalet, il surprit du coin de l'œil un changement dans l'expression du portrait. La douceur habituelle semblait teintée d'une curiosité inquiète. Il se figea, regarda fixement. L'expression redevint celle, immuable, de l'attente. Il mit cela sur le compte de sa propre fatigue, de son imagination surexcitée. Mais le plus déroutant était le sentiment d'être observé. Pas de manière menaçante, mais attentive. Il tournait le dos pour préparer sa palette et sentait un regard posé sur sa nuque. Un regard doux, gris-vert. Il se retournait. Rien. Seulement cette jeune femme dans son cadre, immobile et pourtant. Il nomma la sensation présence. Un soir particulièrement calme, où la mer était un miroir d'huile et le ciel se parait de bandes roses et mauves, Adrian travaillait aux mains. Il avait osé commencer à définir les doigts, délicats, posés sur les genoux. Il était absorbé dans cet état de grâce où le temps disparaît, où la main et l'esprit ne font plus qu'un. Il mélangeait un blanc avec une pointe de rouge et de jaune pour capturer la lueur de la lumière du soir sur l'ongle de l'index. Il chuchota sans même s'en rendre compte. Là, comme ça, presque vivant. Une voix, douce comme le bruissement de la soie, légère comme un soupir, répondit dans son dos. Presque. Adrian laissa tomber son pinceau. Le manche de bois résonna sourdement sur le sol de pierre. Il se retourna lentement, le sang glacé dans ses veines. L'atelier était vide. Seule la brume du soir commençait à entrer par la fenêtre entr'ouverte. Son regard retourna au portrait. Les yeux gris-verts le regardaient. Vraiment. Directement.
et dans leur profondeur, il vit non pas la peinture craquelée, mais une lueur, une conscience. Les lèvres, si parfaitement peintes, par l'artiste Inconnus ne bougeaient pas. Et pourtant, la voix sembla de nouveau flotter dans la pièce, non pas dans ses oreilles, mais dans son esprit. « N'aie pas peur, Adriane. Je ne te veux aucun mal. » Il ne songea même pas à s'enfuir. La peur initiale fut submergée par un tsunami d'émotions plus fortes, la stupéfaction, l'incrédulité et une curiosité brûlante, dévorante. Il s'approcha du chevalet, tremblant de tous ses membres. « Qui es-tu » murmura-t-il, sa propre voix lui paraissant étrangère. Un silence, puis la réponse, empreinte d'une mélancolie millénaire. « Je m'appelle Helena. Je suis ce qui reste d'un rêve abandonné. Et tu m'as réveillé. » Adrien s'effondra sur le tabouret derrière lui, ne quittant pas du regard ses yeux maintenant si vivants. La nuit était tombée, enveloppant l'atelier d'une pénombre bleutée. Mais le portrait, lui, semblait baigné dans sa propre lumière, une lueur chaude et dorée comme celle d'une lampe à huile. Et dans cette lumière, Adriane vit non pas un fantôme, ni une malédiction, mais le commencement de quelque chose. Quelque chose qui, pour la première fois depuis une éternité, ressemblait à de l'espoir. La solitude de l'atelier venait de se peupler d'une présence, et le cœur gelé d'Adriane, sous ce regard doux et patient, se mit à fondre, goutte après goutte, couleur après couleur. Les jours qui suivirent cette première parole furent une lente et merveilleuse rééducation du monde. Adriane apprit que la voix d'Helena ne se manifestait que dans le silence profond, le plus souvent au crépuscule, quand la frontière entre le jour et la nuit devient floue, ou à l'aube, quand le monde retient son souffle. Elle ne parlait pas avec des sons, mais sa présence se déposait dans son esprit, formant des mots, des émotions, des images plus nettes que n'importe quel langage. Il apprit aussi qu'elle ne pouvait bouger. Pas encore, mais elle voyait tout ce qui se passait dans la pièce, et même, à travers la grande baie, les caprices de la mer et du ciel. Ses yeux peints étaient ses fenêtres sur le monde. « Je n'étais pas une personne, Adriane », lui expliqua-t-elle une nuit, tandis que la pluie douce frappait les vitres. « Je ne suis pas le fantôme d'une jeune femme morte tragiquement. Je suis une ébauche, un projet d'âme. L'artiste qui m'a commencé, il y a si longtemps, peignait avec un amour si pur, si idéaliste, qu'il a infusé dans la toile l'essence d'un être. Mais il est parti, emporté par la guerre ou par la vie, avant de m'achever. Je suis resté ici, dans cet entre-deux. Une attente, un potentiel. J'attendais qu'un autre cœur, par le même langage de couleurs et d'émotions, me donne enfin forme. » Adriane écoutait, fasciné. Il était assis par terre, le dos contre le mur, face au chevalet, une tasse de thé oubliée à ses côtés. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix un peu rauque dans le silence. Un sentiment de chaleur, de reconnaissance lui enveloppa l'esprit. « Parce que tu n'as pas cherché à me copier, ni à m'effacer. Tu m'as écouté. Tu as peint avec ta propre tristesse, ta propre solitude. Ces émotions, ce sont elles qui m'animent. Tu ne peins pas avec la perfection technique d'un restaurateur, tu peins avec la vulnérabilité d'un créateur. C'est cela, la clé. » Alors Adriane se mit à peindre avec une foi nouvelle. Ce n'était plus une obsession sombre, mais un rituel joyeux, sacré. Chaque matin, il se levait avec une impatience qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il préparait ses couleurs en parlant à Helena de ses projets pour la journée. L'ombre sous la manche, le reflet de la lumière sur la boucle d'oreille à peine esquissée, la texture du velours du fauteuil sur lequel elle semblait poser, et, miracle parallèle,
Son inspiration revenue se mit à déborder. Pour la première fois depuis la mort de Clara, il tourna une nouvelle toile vers le mur blanc. Il ne s'agissait pas de paysages marins. Il esquissa, d'abord timidement, puis avec une fougue retrouvée, des scènes de l'atelier. La lumière tombant sur le parquet, le chevalet vu de profil, des compositions où la forme floue du portrait sur son support devenait le point focal, le cœur battant de l'image. Il peignait la présence d'Helena, même quand elle ne pouvait être vue. Leurs conversations nocturnes étaient des voyages. Elle lui racontait le monde qu'elle percevait à travers les siècles enfermés dans divers greniers et salons. Les conversations étouffées des adultes, la poussière, l'oubli, puis la redécouverte, la brusquerie des mains des encanteurs. Elle n'avait pas de souvenirs humains, mais une conscience fine, presque poétique, de l'écoulement du temps et des émotions des lieux qu'elle avait habités. Lui parlait de la mer, des livres qu'il lisait, de Clara, parfois, avec une douceur qui ne l'avait plus déchirée. Helena écoutait sans jugement, avec une compassion qui semblait absorber sa peine. Elle lui demandait de lui décrire les goûts, celui du café du matin, du pain grillé, de l'air salin. Elle frémissait quand il évoquait le froid de l'eau de mer ou la chaleur du soleil sur la peau. Et elle changeait, non pas la peinture elle-même, mais l'impression qu'elle dégageait. Adrian fut le premier à le remarquer. Un matin d'octobre, alors que les premières feuilles mortes venaient chatouiller la vitre, il regarda le portrait et vit qu'arrière-plan, le vague fond brunâtre derrière elle semblait avoir acquis la teinte dorée et rousse d'une forêt en automne. Il n'avait pourtant pas touché à cette partie. « Et c'est toi », murmura dans son esprit la voix d'Helena, pleine d'une tendresse amusée. « Tu as peint hier toute la journée en écoutant ce concerto pour violon, celui qui te fait penser au bois flamboyant. Ta mélancolie joyeuse s'est déposée sur la toile. Elle me change, Adrian. Elle me complète. » Le lien entre eux se renforçait, palpable. La pièce était désormais constamment baignée d'une douce chaleur, comme si l'été indien s'y était éternisé. Les fleurs qu'Adrian apportait parfois, un bouquet de chrysanthèmes sauvages, se fanaient moins vite. Et le sourire d'Helena, ce sourire si subtil, esquissé par l'artiste original, s'était épanoui. Il n'était pas plus large, mais il était plus présent. Il rayonnait d'une sérénité, d'une gratitude qui faisait battre le cœur d'Adrian à un rythme oublié. Il était tombé amoureux. Non pas d'une image, ni d'un fantasme, mais de l'âme sensible, espiègle parfois, profondément sage, qui habitait peu à peu l'œuvre. Il aimait leur complicité silencieuse, l'excitation de partager une découverte, la paix de simplement exister dans la même pièce, lui à lire, elle à regarder par la fenêtre à travers ses yeux à lui. Un soir de décembre, alors que le premier feu de cheminée de l'hiver crépitait dans l'atelier, jetant des danses d'ombre sur les murs, la vérité lui fut révélée. Ils parlèrent de l'avenir, de ces peintures nouvelles qu'Adrian commençait à montrer à un galeriste de renom, intrigué par son retour en force. Un silence inhabituel s'installa dans l'esprit d'Adrian. Puis vint la voix d'Helena, empreinte d'une solennité nouvelle. « Adrian, il est temps que tu saches la règle, la loi de cette magie. » Il se redressa, inquiet par le ton. « Quelle règle ? » « Je suis né de la peinture, et je ne vis que par elle. Mon existence est liée à ce geste, à cette intention. Je ne peux exister en dehors de ce cadre, que si tu continues à me peindre. » Adrian sentit un froid lui parcourir l'échine, malgré les flammes. « Continuer ? Mais je suis presque arrivé au bout. Les mains sont presque terminées. Il ne reste que quelques détails. » C'est alors qu'il comprit. Une terreur glacée l'envahit.
Si tu arrêtes de peindre, je cesserai d'évoluer. Je resterai cette ébauche animée, mais je ne pourrai jamais devenir plus. Et si tu m'achèves, Adriane? Sa voix dans son esprit se fit plus fragile qu'un souffle. Si tu poses la dernière touche, si le portrait est déclaré terminé par son créateur, alors la boucle se referme. L'intention créatrice s'épuise. La magie qui me tient en suspens entre deux mondes s'éteindra. Je disparaîtrai. Le cri qui jaillit d'Adriane fut muet, mais il résonna dans tout son être. Non, c'est impossible. Je ne peux pas te perdre. Tu ne me perdras pas dans ton cœur, mais sous cette forme, oui. Le dilemme était atroce, d'une cruauté exquise. Laisser le portrait inachevé, c'était la garder près de lui, mais prisonnière de la toile, éternellement dépendante de son pinceau. Terminer l'œuvre, c'était accomplir son devoir d'artiste, lui offrir la perfection qu'elle méritait, et la voir s'évanouir comme un rêve au réveil. Les jours qui suivirent furent teintés d'une amertume nouvelle. Adriane regardait le portrait avec une douleur mêlée d'adoration. Chaque coup de pinceau qu'il donnait désormais était à la fois un acte d'amour et un compte à rebours. Il ralentit son travail, s'attardant sur des détails infimes, un reflet, une transparence, comme on tente de retarder l'inévitable. La célébrité, pourtant, frappa à sa porte. Le galeriste exposa les nouvelles toiles d'Adriane, ces scènes d'ateliers vibrantes de lumière et de présence invisible. Le monde de l'art salua le retour du génie, parlant d'une maturité sublime, d'une émotion contenue et puissante. On voulait le rencontrer, l'interviewer, acheter. Adriane refusait tout, protégeant son secret, son jardin secret. Sa plus grande création, la seule qui comptait vraiment, était celle qu'il ne pouvait montrer à personne, celle qu'il était désormais terrifié d'achever. Une nuit, alors qu'il fixait la toile, désespéré, une idée germa en lui. Une idée folle. « Et si, murmura-t-il, et si je ne t'achevais pas? Et si je continuais à peindre, mais autre chose? Si j'ajoutais un fond nouveau, des objets? » Le sourire triste d'Helena lui répondit. « Je suis le sujet, Adriane, le cœur du tableau. Peindre autour ne changerait rien. La question est celle du sujet lui-même. Le jour où tu estimeras qu'il est complet, que tu n'as plus rien à me donner, ce sera la fin. » Il passa des heures à étudier le portrait. Les mains étaient presque terminées, d'une délicatesse et d'une vie stupéfiante. Il ne restait qu'une petite zone, sur l'auriculaire gauche, où la transition entre la peau et l'ombre du velours était encore un peu abrupte. 1 heure de travail, peut-être moins. C'était tout ce qui le séparait de la catastrophe. Le printemps revint, apportant des bourgeons et une agonie nouvelle à Adriane. Il avait pris la décision de ne plus toucher à cette zone. Il peignait d'autres toiles magnifiques, mais son regard revenait toujours, aimanté, à cet auriculaire inachevé. C'était une frontière invisible, une falaise au bord de laquelle il dansait chaque jour. Puis, un matin où la lumière était d'une clarté cristalline, il comprit qu'il ne pouvait plus vivre ainsi. Cette tension, cette peur de perdre, c'était une nouvelle forme de prison pour eux deux. Helena méritait la paix, quel que soit son prix. Et lui, il ne pouvait plus supporter de voir son œuvre, son amour, rester dans cet état d'incomplétude douloureuse. Il décida que ce soir-là, il prendrait son pinceau. Il achèverait le portrait. Toute la journée, une étrange sérénité l'habita, celle des condamnés qui ont accepté leur sort. Il prépara les couleurs avec un soin extrême, mélangeant les pigments comme pour un sacrement. Il parla à Helena de choses simples, de la marée, du livre qu'il lisait.
Il sentait sa présence, silencieuse, empreinte d'une tendresse résignée et d'une gratitude immense. Quand le soleil commença à descendre, teignant l'atelier de l'or rouge du crépuscule, Adrian s'installa devant le chevalet. Il trempa son pinceau le plus fin dans le mélange parfait qu'il avait préparé. Sa main ne tremblait pas. Il regarda une dernière fois les yeux gris-vert d'Helena. Il le regardait avec un amour si absolu qu'il lui coupa le souffle. « Je t'aime », chuchota-t-il, « quelle que soit la forme que tu prendras après. » Il approcha la pointe du pinceau de la toile, visant la petite zone inachevée de l'auriculaire. Et c'est à cet instant précis, alors que le dernier rayon de soleil frappait le cadre, qu'une révélation foudroyante l'illumina. Une pensée si simple, si évidente, qu'elle avait été cachée à la vue de tous. Il s'arrêta net. Le pinceau resta en suspens, à 1 millimètre de la surface. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Non pas de peur, mais d'espoir. D'un espoir fou, déraisonnable, magnifique. « Non », dit-il à voix haute, et sa voix résonna dans le silence de l'atelier. « Non, ce n'est pas la fin. » Il recula, posant délicatement le pinceau. Il regarda le portrait, puis ses mains à lui, couvertes de fines cicatrices et de taches de peinture ancienne. Il regarda la toile blanche tournée vers le mur qui attendait. La règle, Helena l'avait dit, était liée à l'intention créatrice, à la nécessité de peindre le sujet. Mais si le sujet changeait, si l'achèvement n'était pas une fin, mais une transformation, une idée folle et géniale naissait en lui. Il ne terminerait pas le portrait d'Helena. Il allait en commencer un nouveau. Le pinceau resta suspendu, une goutte de couleur parfaite à sa pointe, prête à sceller un sortilège. Adrian la reposa avec une délicatesse infinie. Le silence dans l'atelier était palpable, chargé d'une attente électrique. Il sentit la question muette, empreinte de confusion et d'un souffle d'espoir, émané du portrait. Adrian, il ne répondit pas tout de suite. Il fit quelques pas, son regard balayant la pièce, les toiles tournées contre le mur, les pinceaux alignés, la grande fenêtre ouverte sur la mer nocturne où se reflétait un croissant de lune. Puis son regard revint se poser sur Helena, sur leur tableau. Il le vit enfin pour ce qu'il était vraiment. Non pas une prison, mais un seuil. Non pas une fin, mais un commencement interrompu depuis trop longtemps. La règle est liée à l'intention, tu as dit, commença-t-il, sa voix calme dans le crépuscule. Tant que je peins le sujet, la magie persiste. Si j'achève ce sujet, la boucle se referme. Il s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui peint, plongeant son regard dans ses yeux gris-vert qui le fixaient avec une intensité bouleversante. « Mais qu'est-ce que le sujet, Helena ?» murmura-t-il. « Est-ce seulement toi, une jeune femme dans un fauteuil, ou est-ce ce qui nous unit, l'espace entre nous ?» Il recula d'un pas, un sourire tranquille aux lèvres, un sourire qu'elle ne lui avait jamais vu. C'était le sourire de l'artiste qui vient de voir la composition parfaite cachée dans le chaos. « Je ne vais pas finir ce portrait, » annonça-t-il, « et je ne vais pas cesser de peindre pour toi. » Il tourna le chevalet d'un quart de tour, de sorte que le portrait ne soit plus face à la fenêtre, mais face à la pièce, à son espace de vie. Puis, avec une détermination sereine, il attrapa une grande toile vierge, la plus grande qu'il possédait, et l'installa sur un second chevalet juste à côté du premier. Les deux toiles se faisaient or maintenant face, comme deux miroirs. Le sujet, Helena, ce n'est plus seulement toi. C'est nous. C'est cet atelier. C'est ce moment. Il commença à peindre. Non pas sur le portrait ancien,
mais sur la toile vierge. Et il ne peignit pas un décor, ni un paysage. Il peignit, avec une précision et une émotion folle, le portrait ancien lui-même sur son chevalet. Il captura chaque craquelure, chaque nuance du bois noirci du cadre, la lueur dorée qui semblait émaner de la toile. Il peignit le chevalet de bois clair, le tissu froissé qui le protégeait des éclaboussures. Il peignit, dans un rendu hyper réaliste et pourtant vibrant d'âme, la présence d'Helena à travers sa représentation. C'était un travail d'une complexité folle, une mise en abîme vertigineuse. Il travailla toute la nuit, guidé par une fébrilité joyeuse. Parfois, il s'arrêtait, regardait le vrai portrait et lui souriait. « Regarde », semblait-il dire. Et il sentait l'émerveillement d'Helena grandir en lui, se mêler à sa propre excitation. Au petit matin, épuisé mais radieux, il avait posé les bases. L'ancien portrait était parfaitement reproduit sur la nouvelle toile, dans son environnement immédiat. Mais au centre de la composition, il avait laissé une zone vide, une silhouette floue à côté du chevalet. Une silhouette qui regardait le portrait. Les jours suivants, Adrian se lança dans le cœur de son projet. Il ne toucha plus au portrait d'Helena, laissant l'auriculaire inachevé, cette porte entr'ouverte. Toute son énergie créatrice se concentra sur la nouvelle toile. Et il commença à peindre, dans la zone laissée vide, un personnage. Lui-même, non pas un autoportrait glamour ou tragique. Il se peignit de dos ou de profil, vêtu de son vieux pantalon de travail taché de peinture. Il se peignit dans des attitudes simples, observant le portrait, mélangeant des couleurs sur sa palette, regardant par la fenêtre. Il se peignit comme un élément du décor, mais un élément essentiel, celui par lequel tout prenait sens. Il se peignit en train de créer, mais aussi en train d'aimer. Chaque coup de pinceau sur cette nouvelle toile était un acte d'amour et de partage. Il ne peignait plus Helena, il peignait leur lien, l'espace magique qui existait entre l'artiste et son inspiration devenue muse, devenue amour. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit, alors que la nouvelle toile prenait vie, le vieux portrait semblait respirer plus librement. La lumière qui en émanait devenait plus douce, plus diffuse, moins captive du cadre. Un après-midi, Adrian jura avoir vu, du coin de l'œil, la main peinte d'Helena. Cette main presque terminée effleurait le bord du cadre en bois. Un frisson d'énergie, semblable à une chaleur rayonnante, commença à emplir la pièce, si tangible qu'on aurait pu la toucher. La nuit où il mit la dernière touche à sa propre silhouette sur la nouvelle toile, il fit face aux deux œuvres. D'un côté, l'ancien portrait, inachevé, vivant. De l'autre, la nouvelle composition, un chef-d'œuvre de technique et d'émotion qui racontait une histoire d'amour silencieuse et de création symbiotique. La boucle ne se referme pas, dit-il à l'attention d'Helena. Elle s'agrandit. Je n'ai pas arrêté de peindre pour toi. J'ai changé le sujet. Le sujet, maintenant, c'est notre histoire. Et une histoire, tant qu'elle est racontée, n'a pas de fin. Il y eut un long silence. Puis la voix d'Helena lui parvint, différente. Non plus tout à fait dans son esprit, mais comme un murmure dans l'air même de la pièce, vibrant à l'unisson du crépitement du feu dans la cheminée. Tu as peint un pont, Adrian, un pont entre deux mondes. Il acquiesça, les yeux brillants. Oui, et un pont, ça se traverse. Il prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus de peur en lui, seulement une certitude paisible. Il approcha sa main, non pas d'un pinceau, mais du cadre ancien du portrait d'Helena. Il le toucha du bout des doigts. Le bois était chaud, presque vivant. « Viens », chuchota-t-il. Il tendit sa main libre, paume ouverte,
vers l'espace vide devant le portrait, vers cette zone où la chaleur était la plus intense. Et alors que la première lueur de l'aube commençait à colorer l'horizon de rose et d'orange, l'impossible se produisit. Le cadre du vieux portrait sembla vibrer, une lumière dorée, douce et solide, en jaillit, non pas en éclats, mais en un flot continu, comme de l'eau de source. Cette lumière coula le long du chevalet, toucha le sol de pierre et commença à prendre forme. Une forme humaine, d'abord vaguement dessinée, en clair-obscur, puis de plus en plus définie, de plus en plus réelle. Adrian retint son souffle, la main toujours tendue. La lumière se solidifia, se densifia et devint chair, tissu, cheveux. Une silhouette de femme se tenait devant lui, les pieds nus sur les dalles froides. Elle frissonna. Elena, ce n'était plus une peinture, c'était une femme. La même chevelure, châtain, aux reflets cuivrés, le même visage d'une douceur infinie, les mêmes yeux gris-vert, maintenant emplis de larmes et d'une stupeur radieuse. Elle portait une robe d'un autre temps, simple et élégante, celle du portrait. Elle leva une main réelle, avec des lignes, des onges, une petite tache de rousseur sur l'index, et la regarda comme si elle voyait un miracle. Puis son regard rencontrera celui d'Adrian. Le silence qui les enveloppa était absolu, sacré. Le monde extérieur avait cessé d'exister. D'un pas hésitant, elle s'avança. Sa main tremblante se posa dans la sienne, tendue depuis une éternité. Le contact fut un choc délicieux, chaud, vivant. Une onde de sensations pures parcourut Adrian, une sensation qu'il croyait à jamais perdue. La connexion physique, le toucher de l'être aimé. Il referma ses doigts sur les siens, doucement comme on saisit un papillon de nuit. « Elena » murmura-t-il, le mot étant à la fois une question, une affirmation, une prière exaucée. Un sourire, le vrai, le premier, naquit sur ses lèvres. Un sourire qui fit pâlir l'aube naissante. « Adrian » répondit-elle, et sa voix était la même, douce comme la soie, mais désormais portée par l'air, par un souffle venant de ses poumons nouvellement formés. Derrière eux, avec un craquement doux comme celui d'une coquille d'œuf qui se fend, le vieux portrait changea. Les couleurs, son visage, sa robe, ses mains, semblaient se fondre, se diluer dans la toile, comme de l'aquarelle sous la pluie. En quelques secondes, l'image disparut complètement, laissant derrière elle une surface d'un blanc crémeux, parfaitement vierge, comme une nouvelle page. Seul le cadre noirci resta, témoin silencieux du mystère qui venait de s'accomplir. La magie n'avait pas demandé de sacrifice. Elle avait demandé un partage, une extension. Adrian n'avait pas libéré Elena de la toile. Il l'avait accueillie dans son monde en s'offrant lui-même à son univers. Il s'était trouvé au milieu du pont. Épilogue. Les rêveurs de la falaise. Les saisons tournèrent, apportant avec elles la douce érosion du bonheur sur les souvenirs douloureux. La maison de pierre sur la falaise n'était plus silencieuse. On y entendait le bruit des casseroles dans la cuisine, les rires étouffés le soir, le murmure des conversations à deux voix et le grattement familier du pinceau sur la toile. Adrian peignait de nouveau pour le monde. Ses toiles, désormais, étaient inondées de lumière. Des scènes de marché, des enfants courant sur la plage, des vieux pêcheurs raccommodant leurs filets. Il peignait la vie, simple, grouillante, magnifique. Sa mélancolie avait cédé la place à une gratitude profonde, et cela transparaissait dans chaque coup de pinceau. Elena, elle, découvrait le monde avec l'émerveillement d'une enfant et la sagesse d'une âme ancienne. Elle apprit à cuisiner, avec des résultats variables, à aimer le goût du chocolat chaud, la sensation de l'herbe sous ses pieds,
la morsure du vent d'hiver. Elle apprit l'histoire de ce nouveau siècle, dévorant les livres de la bibliothèque. Mais son plus grand talent était de raconter. Elle inventait des histoires pour les enfants du village, des contes peuplés de personnages nés de la poussière et de la lumière, d'artistes oubliés et de rêves réalisés. Elle était devenue une présence chérie, un peu mystérieuse, que l'on disait inspirée. Le portrait ancien, désormais blanc, resta accroché dans l'atelier. Il ne représentait plus rien, et pourtant il représentait tout. C'était un rappel, un berceau vide. Parfois, quand le soleil de fin d'après-midi frappait sa surface à un certain angle, Adriane et Helena juraient y voir passer une ombre, un reflet, comme un sourire évanescent. La toile n'était pas morte. Elle attendait, paisible, le prochain rêve, la prochaine histoire qui aurait besoin d'un seuil pour devenir réelle. Un soir d'été, plusieurs années plus tard, ils étaient assis sur le petit balcon, regardant les derniers feux du soleil embraser la mer. La main d'Helena était nichée dans celle d'Adriane. Le silence entre eux était doux et complet. « Tu ne regrettes jamais l'inconnu ?» demanda-t-elle doucement, posant sa tête sur son épaule. « Le chemin que ta vie aurait pu prendre si tu ne m'avais jamais trouvé. » Adriane tourna la tête et déposa un baiser dans ses cheveux, qui sentaient le sel et le jasmin. Il regarda vers l'atelier où la toile blanche brillait faiblement dans la pénombre. « Je n'ai pas trouvé une fin, Helena. J'ai trouvé un commencement, et chaque jour avec toi est une nouvelle toile vierge. » Il sourit et son sourire était paisible, profondément heureux. « Et toi, tu ne regrettes pas d'avoir quitté le monde sûr du cadre ?» Helena leva les yeux vers les premières étoiles qui se piquaient dans le ciel lavande. Le cadre n'était qu'une attente. La vie, la vraie, est ici. Dans le désordre, dans l'imprévu, dans le goût du pain frais et dans la chaleur de ta main. Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que la nuit douce les enveloppait. En bas, les vagues chuchotaient d'anciens secrets contre les rochers. Dans l'atelier, sur le chevalet, une nouvelle toile commençait ce matin-là. Une vue de leur balcon semblait absorber la dernière lueur du jour. Et si quelqu'un avait regardé de très, très près, il aurait peut-être vu, dans la texture de la peinture encore fraîche, comme un éclat subtil, une lueur d'or paisible qui n'appartenait à aucun pigment connu. C'était la trace de la magie. Non pas une magie de sorts et de formules, mais la plus simple et la plus rare, celle qui naît quand un cœur créateur rencontre un rêve abandonné et choisit, au lieu de le terminer ou de l'oublier, de l'inviter à partager sa vie et de peindre, ensemble, les couleurs infinies du bonheur. Merci, mes rêveurs, d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son rivage paisible. Que cette veillée vous rappelle que les plus belles créations sont souvent celles que l'on fait à deux, et que parfois, pour trouver son chemin, il ne faut pas chercher à finir un vieux tableau, mais avoir le courage d'en commencer un nouveau, juste à côté. Prenez soin de vous, et à la prochaine histoire, sous la douce couverture de la nuit.